À la fin des années 90, je supervisais une équipe spécialisée dans les scènes de traumatisme. Notre travail consistait à intervenir dans des bâtiments après un homicide, un suicide, une mort naturelle non découverte pendant plusieurs jours, un décès accidentel, un incendie mortel, bref, dès qu'un événement tragique et macabre survenait dans une maison, un immeuble ou un bureau, on était appelé. L'histoire que je vais vous raconter s'est produite lors d'une de ces interventions. J'ai vécu plusieurs scènes qui m'ont profondément marqué, mais celle-ci m'a laissé une impression bien plus sombre. Ce n'était pas juste de la tristesse ou du choc. Il y avait là quelque chose de véritablement maléfique. Souvent, les appels que nous recevions contenaient très peu d'informations. Parfois, c'était simplement noté « véhicule ayant percuté un bâtiment, décès confirmé » ou « maison incendiée, plusieurs morts à déplorer ». D'autres fois, c'était encore plus vague, comme « décès signalé à domicile ». Ce jour-là, nous avons été dépêchés dans une maison individuelle située dans la périphérie de Los Angeles, dans un quartier modeste des années 1950, calme et sans histoire. Pas un endroit sordide ou délabré, juste une zone résidentielle où vivaient des familles discrètes. En arrivant sur place, nous découvrons une maison de plein pied, typique et du style ranch, avec une large allée menant à la rue. La porte du garage était ouverte. À l'intérieur, une dame âgée était assise, seule, fumant une cigarette. Elle avait l'air éteinte, vidée. Je m'approchai, me présentai, puis lui dis doucement que j'étais désolé pour sa perte. Je lui expliquai que nous étions là pour nettoyer les lieux et l'aider du mieux que nous pouvions. Je remarquai tout de suite qu'elle était nerveuse. Habituellement, dans ces situations, les gens pleurent, restent sous le choc ou demeurent silencieux, incapables de parler. Mais ils ne sont que rarement seuls. Il y a presque toujours un proche, un ami, un voisin. Elle, en revanche, était complètement seule. Ce qui me frappa aussi, c'est qu'elle semblait s'être installée dans le garage, un vieux canapé, une télévision sur un meuble bancal, des vêtements entassés dans un coin. Je lui demandai si elle voulait me montrer l'endroit où le drame s'était produit. Elle me regarda droit dans les yeux et dit d'une voix ferme « Je ne remettrai plus jamais les pieds dans cette maison. » Elle désigna ensuite une fenêtre donnant sur l'avant de la maison. C'est dans cette chambre que c'est arrivé. Je n'avais pas été informé des circonstances exactes du décès, ce qui est fréquent. Mais parfois, connaître la nature des faits nous aide à anticiper les émotions et l'état du lieu. Suicide, meurtre, mort d'un enfant. Chaque cas est unique. Je lui demandai si elle souhaitait que nous récupérions quelque chose de la chambre avant de commencer le nettoyage. Elle me répondit froidement « Je ne tiens à rien. Tout ce qu'il y a dedans peut disparaître. » Je pensais alors que sa réaction, aussi brutale soit-elle, n'était pas si inhabituelle. Beaucoup de gens refusent de remettre les pieds là où un être cher est mort. Mais ce qu'elle me dit ensuite me glaça le sang. Mon fils s'est suicidé dans cette pièce. Il y a des esprits maléfiques dans cette maison. Je lui exprimai une nouvelle fois mes condoléances, mais elle secoua la tête. Non, vous ne comprenez pas. Il y a 1 an, mon autre fils s'est donné la mort ici aussi. Les démons l'ont attaqué et l'ont emporté. Et quelques années avant ça, c'était mon mari. Il s'est suicidé dans cette même maison. Je restais figé. J'en avais vu des familles brisées. J'avais croisé le regard de la détresse, entendu des cris de douleur, senti la folie chez certains. Mais chez elle, je ne percevais aucune trace de déséquilibre mental. C'était autre chose. Une peur pure, viscérale, comme si elle vivait un cauchemar éveillé. Je lui demandai si elle souhaitait que je contacte quelqu'un pour elle. Elle répondit qu'un ami ou un membre de la famille allait bientôt venir la chercher. Je ne me souviens plus exactement. Je lui fais signer les documents nous autorisant à intervenir, puis je lui demande s'il y a des choses qu'elle ne veut pas qu'on jette. Elle me répond « Vous pouvez brûler cette maison, ça m'est égal. » J'appelle mon équipe, on enfile nos combinaisons et on entre. La chambre était petite, les murs peints en bleu, un peu en désordre. Au pied du lit, une mare de sang,
Du vomi sur le lit. Et sur l'un des murs, des inscriptions faites avec du sang, sur toute la surface. On arrivait à lire quelques mots, mais cela ne semblait pas être du français. On a ensuite appris par un voisin que le fils, un adulte, avait bu de l'acide, puis s'était tranché la gorge, et était mort assis sur le lit. Nous avons découpé la moquette, emballé le matelas, nettoyé la chambre, pour effacer toute trace de ce qui s'était passé. Pendant qu'on travaillait, la vieille dame est partie. Nous avons refermé et verrouillé la maison. Mais voilà ce qu'il faut savoir. Pendant tout le temps où nous étions dans la maison, l'ambiance à l'intérieur était étouffante, comme si nous étions dans une grotte. L'air était lourd, épais, et l'odeur était atroce. Pas juste rance, mais vraiment nauséabonde, fétide. On avait tous qu'une seule envie, s'en aller, vite. Le fait que cette femme soit incapable de remettre un pied dans cette maison, que cette maison ait pris son mari et ses 2 fils, m'a fait changer d'avis. Je n'étais pas vraiment croyant en ce qui concerne les esprits maléfiques attachés à un lieu, jusqu'à ce jour-là. Je l'ai ressenti, sincèrement, et je m'en souviens encore aujourd'hui.